Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de choix, un diagnostic de notre société qui est franchement aussi profond que provocateur. Il nous vient du grand écrivain russe Anton Tchekhov, et c'est fascinant de voir à quel point la plume d'un auteur classique peut découper nos dynamiques culturelles avec une précision quasi chirurgicale. Alors, pas de panique, on ne va pas juste lire une vieille citation poussiéreuse. L'idée de ce décryptage, c'est de vraiment disséquer l'anatomie d'une culture en plein déclin, telle qu'il l'a décrite dans son texte. C'est une exploration absolument captivante, on peut en être certain. Écoutons bien cette phrase, elle frappe fort dès le début. Dans les sociétés défaillantes, il y a 1000 sots pour chaque esprit éclairé. C'est brutal, non? En une seule phrase, Tchekhov pose le décor. Il ne cherche pas du tout à arrondir les angles. Il nous lance directement dans une réflexion intense sur la façon dont une culture s'effondre. Et attention, pas à cause d'une invasion extérieure, non, mais bien de l'intérieur. Allez, plongeons-nous là-dedans avec notre première section, le diagnostic. 1000, juste 1000. C'est le chiffre de base de notre auteur. Et honnêtement, ça donne un peu le vertige. Il met en place un ratio implacable. 1000 sots et 1000 paroles grossières, pour un seul petit esprit éclairé et un seul mot conscient. En fait, le vrai problème ici, c'est la submersion. Dans ce genre de situation, la personne raisonnable ne fait pas que perdre un débat, elle est littéralement noyée, écrasée par le volume sonore de l'ignorance. C'est un peu comme essayer de murmurer une vérité mathématique au beau milieu d'un stade en plein délire. Et ça nous amène au symptôme numéro 1, le plus flagrant de cette maladie sociétale. Selon les termes de notre source, le vrai mal éclate quand les sujets totalement futiles se mettent à monopoliser les discussions. C'est quand les ignorants prennent toute la place sur la scène publique. Ce n'est plus juste un bruit de fond, c'est un détournement total de l'attention. Les enjeux essentiels sont balayés sous le tapis et soudain, le grand n'importe quoi devient la star du spectacle. Ce qui nous fait passer à la deuxième étape, le culte de la frivolité. Là, Tchekhov observe ce qui se passe quand on commence à vénérer ce vide et il écrit « Les chansons et les paroles vides de sens trouvent des millions de gens pour danser et les répéter. » C'est hyper intéressant parce que la société ne fait plus que tolérer la futilité, elle la récompense à très grande échelle. Une simple petite mélodie, avec des paroles qui n'ont absolument aucune profondeur, va soudain en captiver des foules immenses, et hop, le chanteur est propulsé au sommet de la gloire, presque instantanément. Et ça, ça illustre brillamment le contraste absurde de la situation. On a d'un côté la star du divertissement léger, cette personne est célèbre, adulée, à tel point qu'on finit par l'interroger sur de grands débats de société, comme si elle était devenue philosophe. Et de l'autre côté, on a l'écrivain, le penseur, inconnu au bataillon, ignoré de tous, on ne lui accorde absolument aucune valeur. 0 point intellectuel, le monde marche complètement sur la tête, les rôles sont totalement inversés. Mais pourquoi en arrive-t-on là? On passe à la section 3, le rejet de la vérité. Alors le point crucial, l'explication au fait qu'on idolâtre le vide, tient en un seul concept, l'anesthésie. Attention, chez Tchekhov, on ne parle pas de bloc opératoire, c'est une métaphore. C'est l'idée qu'une société entière a besoin de se soigner, de s'engourdir à grands coups de trivialité. Pourquoi faire? Pour échapper à ses propres pensées. Parce que réfléchir profondément, affronter le réel, ça fait mal. Alors on s'anesthésie avec du divertissement pour ne plus rien ressentir. Et du coup, la dynamique humaine devient limpide. On préfère largement la personne qui nous fait rire à celle qui nous réveille. C'est un choix totalement actif. On choisit volontairement le clown, qui nous offre une petite pilule d'anesthésie bien douce, et on rejette, on déteste même, celui qui dit la vérité et qui tente de nous secouer pour nous sortir de notre sommeil. La réalité est perçue comme trop brutale. Prenons un instant pour mesurer le poids de cette phrase. Quelqu'un qui nous fait rire avec des futilités est meilleur que quelqu'un qui nous réveille à la réalité et nous fait mal en disant la vérité. C'est profondément tragique au fond. C'est le portrait d'une culture qui, face au choix entre un mensonge réconfortant et une vérité qui dérange, choisit les yeux fermés de se cacher sous la couette. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule à plus grande échelle. Jusqu'où mène cette fameuse anesthésie sociétale? Parce qu'on dépasse largement le petit monde des pop stars et des écrivains ignorés là. Quel est le pronostic final de cette maladie? Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde dort? C'est ce qu'on explore dans la 4e et dernière section, le paradoxe de la démographie. En gardant un œil complètement neutre et objectif sur le texte de notre auteur, voici sa grande conclusion finale. Elle est très clivante, c'est sûr. Il écrit « C'est pourquoi la démocratie ne convient pas aux sociétés ignorantes, car c'est la majorité ignorante qui décidera de votre destin. » La logique qu'il pose est froide comme la glace. Une majorité qui a consciemment choisi de s'engourdir l'esprit avec des futilités n'a plus du tout les moyens de se gouverner. Les décisions collectives ne viennent plus de la sagesse, elles sont dictées par l'ignorance. Ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est l'effet domino. Regardons cette cascade logique. Numéro 1,
La base, la majorité reste dans l'ignorance. Numéro 2, le divertissement vide est élevé au rang d'art suprême. Numéro 3, par contraste, on dévalorise ceux qui disent la vérité. Ça nous mène au numéro 4, la culture est totalement engloutie par la frivolité anesthésiante. Et boum, le résultat politique, le numéro 5, les ignorants se retrouvent aux commandes du destin collectif. C'est une démonstration mécanique de la façon dont un effondrement culturel engendre un échec systémique. Si on doit résumer l'essence même de ce décryptage, c'est vraiment ce concept d'automédication par le vide. Une société qui s'effondre, c'est avant tout une société qui refuse de se regarder dans un miroir. Elle se soigne avec la trivialité, elle l'utilise comme un gigantesque pansement pour ne pas ressentir la morsure de la réalité. C'est la grande leçon de la science d'aujourd'hui. Et cela nous laisse avec cette question finale, un peu vertigineuse. Sommes-nous collectivement en train de nous anesthésier avec la frivolité ? Et si c'est le cas, qui est véritablement en train de décider de notre destin aujourd'hui ? Voilà une réflexion qui donne envie de garder l'esprit bien éveillé face au monde qui nous entoure. On en restera là pour cette analyse.